Donc c'est quand même marrant les gens qui veulent préparer leur retraite à 19 ans. Mais vous voulez faire quoi les gars en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, vous avez le temps là. Pourquoi si pressé d'être à la retraite? Je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme le sommet de votre pyramide, c'est une passion. Donc c'est un investissement sur lequel vous voulez pas forcément gagner de l'argent, vous essayez plutôt de pas en perdre. Mais vous y allez avant tout par la passion. Donc ça vous montre quand même les marges de malade mental que se font ces marques-là. Ils vous vendent quelque chose moins 90% et en fait ça se trouve qu'ils ont encore gagné de l'argent. C'est fou en fait, c'est lunaire. Mais Airbnb, loin de chez toi, dans une ville que tu ne connais pas, alors là c'est vraiment le trio gagnant pour avoir une mauvaise surprise. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un étudiant qui est amateur de luxe. C'est parti. Du coup, notre étudiant amateur de luxe, 19 ans, patrimoine brut et net de 27 000 euros quand même, c'est déjà vraiment conséquent. On va voir comment tu as fait ça. 11 000 euros dans les actions et les fonds, donc 43%. 7 000 euros d'autres actifs, donc plutôt intéressant, hein, on va creuser. 4 000 euros de livret, est-ce que c'est un LEP si on se pose? 3 000 euros de crypto et 1 400 euros de compte bancaire. Profil étudiant, 19 ans, deuxième année de bachelor finance à Paris, alternant pour une maison du groupe LVMH avec un salaire de 901 euros par mois, plus environ 150 euros car je fais 2 dimanches par mois. L'alternance c'est vraiment pas mal parce que ça permet de faire financer le coût de l'école en fait par l'entreprise qui vous embauche et en plus vous êtes traité, vous êtes assimilé salarié. Et donc typiquement j'ai été alternant aussi dans une autre vie chez Sanofi et j'étais comme toi dans ce cas-là. Donc mon école était payée par Sanofi et en plus j'avais le droit à l'épargne salariale et ça c'était hyper intéressant et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert les ETF, j'en parle de temps en temps mais c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à investir en ETF parce que j'étais dans l'équipe qui gérait les 10 milliards, les plus de 10 milliards, c'est 12 milliards je crois à l'époque, de fonds de pension complémentaires que Sanofi avait en France, en Europe et à travers le monde. C'était très conséquent et on était en train de basculer une grosse partie de l'épargne de fonds actifs vers des fonds passifs. Ça c'était en 2010-2011 donc dites-vous que ça fait un bail que les ETF c'est un truc qui m'intéresse. Mais en tout cas super. Mon objectif est d'être à 3 000 euros par mois de revenus passifs dans les 20 prochaines années, préparer ma retraite tout en profitant du temps présent. Donc c'est quand même marrant les gens qui veulent préparer leur retraite à 19 ans. Mais vous voulez faire quoi les gars en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, vous avez le temps là. Pourquoi si pressé d'être à la retraite? Retraite ou indépendance financière? Si tu regardes la vidéo, dis-moi si tu penses plutôt à l'indépendance financière, mais ou si tu veux vraiment arrêter de travailler. Ou même vous, dites-moi si vous êtes jeune et vous débutez, c'est quoi votre objectif? C'est arrêter de travailler complètement ou alors plutôt avoir le choix de travailler et travailler un peu à votre rythme? Ça m'intéresse vraiment, dites-moi dans les commentaires. Le budget, le cash flow, je rappelle, le lien est dans le commentaire si vous voulez faire le vôtre. Sinon vous pouvez toujours le faire sur Finari en automatique et en temps réel avec vos vraies transactions bancaires si vous connectez vos comptes, donc ça c'est vraiment assez magique. En tout cas ici on voit qu'il y a effectivement le salaire, tu nous l'avais dit, les heures supplémentaires, tu as des appels en plus, tu as mobile jeune, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder ce que c'est, et tu as une pension qui t'est versée par tes parents j'imagine. Donc ça nous fait un budget à 1 500 euros. Sur sa énorme partie qui va dans les invests, 950 euros, c'est beau, 250 euros d'actions, 650 euros de livret. Intéressant, pourquoi tu mets autant de livrets? Tu vis chez tes parents a priori, puisqu'il y a, il y a un loyer quand même, pardon. Il y a un loyer, 330 euros. Et puis il y a des courses, 200 euros. Là, on est vraiment sur le budget étudiant, les steaks hachés par 10, 20% de matière grasse. Là, on les connaît. Les étudiants, je suis passé par là. Il y a toujours des bonnes façons de pas dépenser grand chose pour manger. En tout cas, c'est un budget plutôt hyper intéressant parce qu'il y a quand même un taux d'épargne de 60% qui est très conséquent et on voit que les bonnes habitudes payent puisque tu as très rapidement constitué un patrimoine qui est quand même assez conséquent pour ton âge. Donc ça, c'est beau. Étant actuellement étudiant en alternance et ne payant donc aucun impôt sur le revenu, je profite de cette période. Alors je précise, il n'y a pas de... Enfin en soi tu peux payer des impôts, enfin ça dépend si tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, combien tu gagnes, mais en alternance ça peut monter assez haut. Hein. À l'époque j'étais payé moi 2000 et quelques euros en alternance, c'était beaucoup. C'était 2500 euros par mois je pense. C'était énorme mais il y a des gens qui étaient je crois à la poste et qui étaient mieux payés que moi encore. Donc on peut être très très bien payé en alternance. Je profite de cette période où les charges sont basses pour remplir au mieux mon épargne et me construire un patrimoine de plus en plus solide. C'est top. Étant dans une maison du groupe LVMH, profitons d'un PEE, plan épargne d'entreprise, j'en parlais tout à l'heure, dans lequel je maximise l'abondement de 38% tous les ans. Ça c'est beau, c'est-à-dire que il va nous l'expliquer juste après, hein, c'est qu'il a vraiment il donne de l'argent gratuit quand on va regarder comment c'est organisé. Récemment, LVMH a annoncé un plan d'épargne salariale en actions. J'ai donc acheté 3 actions à prix préférentiel et je me suis vu offrir 2 actions supplémentaires, soit 1547 euros pour 5 actions LVMH. L'action LVMH, elle vaut combien là? Elle doit valoir 700, quelque chose comme ça. Ils viennent de verser leur dividende d'ailleurs, le jour où j'enregistre. Là, ils sont à 600, qui sont
à 607 €. Bon là, c'est un peu l'affaire du siècle quand même. 1500 € pour 5 actions, ça nous fait un PRU à 300. C'est beau, très très beau. Donc évidemment, ça montre que LVMH encourage l'actionnat salarié. C'est assez beau et c'est une entreprise qui gagne bien sa vie, très rentable, donc forcément ils peuvent se le permettre. J'ai donc également accès à un PER en entreprise, PRE, un PERE, PERE, je crois qu'on dit un PER, abondé à 100% par l'entreprise, ayant 19 ans. Est-ce que cette épargne vaut le coup? On va regarder tout ça. J'ai également ouvert un PEA 18-25 plafonné à 25 000 € peu de temps après mon anniversaire des 18 ans, dans lequel je fais du DCA. Alors le plafond du PEA jeune c'est 20 000 €, pas 25 000 €, donc en réalité c'est moins, et tu pourrais en fait déplafonner ton PEA à 150 000 €. La seule condition en fait c'est que tu ne peux que avoir 2 PEA par foyer. Donc si ta mère en a un et ton père en a un, eh bien toi tu es obligé de prendre un PEA jeune. Mais si on va dire que seule ta mère a un PEA, dans ce cas-là tu peux tout à fait prendre toi aussi un PEA normal, pas un PEA jeune, et donc passer d'un plafond de 20 000 à un plafond de 150 000. On va voir si tu es au plafond, si c'est un sujet, mais en tout cas garde ça en tête parce que peut-être que tu y seras avant la fin des 25 ans, là, avant tes 25 ans, mais c'est pas forcément nécessaire de rester sur un PEA jeune si on a moins de 25 ans. C'est pas obligatoire en tout cas. Donc depuis quelques mois j'épargne sur mon livret A pour acheter une Rolex en boutique à réduction employée, environ 9 000 au lieu de 11 200, avec une valeur estimée à 19 000 € sur le marché gris. Alors attention, le marché des montres, c'est un marché qui m'intéresse. Je suis pas un expert, mais je trouve ça quand même assez intéressant. On va regarder la cote par exemple. Bon, les Rolex, c'est pas non plus. Enfin, là, vu le prix, je pense que c'est une Date Just. 9 000 €, ouais, ça peut que être une Date Just, hein, quasiment. Donc, voilà, ça c'est une Rolex Date Just pour ceux qui connaissent pas. Il y a deux tailles, il y a 36 et 41 mm. Ça c'est toujours la taille du cadran. Ça c'est vraiment sympa. C'est une montre assez connue. C'est une montre en or blanc de mémoire. Or blanc ou acier, je ne sais plus. C'est une montre en acier. Et alors, est-ce que ça cote? Bah, ça cote un petit peu, mais c'est pas non plus fou comme cote. Mais pour vous montrer un peu sur des modèles peut-être un peu plus chers, regardez par exemple une Patek Philippe 5711 qui est vraiment un classique. Donc ça c'est une Aquanaut, très très beau modèle qui existe en plein de couleurs. D'ailleurs celui-là vous voyez le Tiffany Dial qui vaut quasiment 2 millions d'euros parce qu'il est introuvable en fait. D'ailleurs ça a été fait en collaboration avec Tiffany qui est une maison du groupe LVMH depuis peu. Et donc ce que je voulais moi c'était l'évolution du prix, et ce que je voulais vous montrer c'était que le prix c'est quand même bien cassé la tête. Voilà, donc ça c'est le prix de la Patek Philippe qui était un modèle hyper coté à un moment, qui est toujours un modèle hyper coté, hein, attention. Donc c'est monté à 180 000 $, et là en fait on est en dessous du prix de 2021. Donc il y a eu une bulle dans les montres qui a d'ailleurs été drivée pas mal par les cryptos. C'est assez marrant, il y a beaucoup de gens qui ont recyclé leur argent en crypto vers les montres de luxe parce que c'est assez facile à stocker, c'est beaucoup plus simple à stocker que de l'or. Une montre c'est pas un très gros objet, on peut en acheter beaucoup qui valent très cher. Donc on peut acheter des montres à 500 000 €, bah, ça reste une montre qu'on met au poignet, donc c'est facile à transporter. On peut mettre dans une boîte, mettre 10 montres, mais ça il y avait un vrai marché, il y a toujours un vrai marché, mais par contre c'est vrai que ça a pas mal baissé. Donc attention quand même, la valeur estimée, je ne suis pas sûr que faut voir si le modèle est si intéressant. Par contre si tu peux l'avoir à une réduction employée, là c'est vrai que si tu peux l'avoir neuve avec 2 000 € de réduction sur le prix, je vois pas comment tu peux perdre de l'argent si c'est un modèle qui a quand même une cote minimum. J'avais fait un article, je vais vous le mettre là quelque part sur les montres avec quelques modèles notamment qui sont intéressants. Je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme le sommet de votre pyramide, c'est une passion. Donc c'est un investissement sur lequel vous voulez pas forcément gagner de l'argent, vous essayez plutôt de pas en perdre, mais vous y allez avant tout par la passion. Et d'ailleurs toi on voit passionné d'horlogerie, je souhaite la garder sauf en cas d'urgence car cet achat mélange plaisir, passion, investissement tout en me permettant de profiter de ma jeunesse. Franchement, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'achète des articles de luxe entre moins 70 et moins 90% du prix boutique. Comment tu fais ça? Peut-être via ton job. En cas d'imprévu ou de besoin financier pour un projet, je pourrais les revendre, mais pour l'instant, je n'ai pas prévu de le faire, surtout tant que je suis dans le groupe LVMH. Bon, j'imagine parce que tu as accès à ces produits-là. Donc ça vous montre quand même les marges de malade mental que se font ces marques-là. Ils vous vendent quelque chose moins 90%, et en fait, ça se trouve qu'ils ont encore gagné de l'argent. C'est fou en fait, c'est lunaire. J'ai également quelques sneakers, des baskets, valeur évaluée par StockX, qui est un gros site de revente. Je m'intéresse à l'immobilier locatif et envisage d'acheter un bien dans une ville comme Nice, où les prix sont abordables, puisqu'à Paris, pour le louer sur Airbnb et en profiter l'été. L'idée m'a refroidi car tu évoques souvent les galères liées à un bien loin de chez soi. Bah là ouais, là tu viens de dire 3 trucs qui moi me mettent l'alarme. Tiens d'ailleurs on va mettre une petite alarme, petite alerte immobilier. T'as dit Airbnb alors que t'as jamais eu de bien locatif. T'as dit Airbnb dans une ville loin de chez toi, et je sais pas si tu connais Nice, mais Airbnb loin de chez toi dans une ville que tu ne connais pas, alors là c'est vraiment le trio gagnant pour avoir une mauvaise surprise. Donc est-ce que ça peut être rentable? Bien sûr, il y a plein de contre-exemples de tout ce que je vous dis, mais c'est juste que c'est très difficile, et je pense que c'est plus simple de commencer par un bien dans une ville que vous connaissez, sur de l'immobilier de long terme. Et d'ailleurs là avec le projet de loi de finances, bon, qui va probablement être retoqué, c'est quand même l'immobilier courte durée qui est vraiment dans le viseur. Le longue durée pour l'instant il est un peu moins dans le viseur, mais le courte durée il va vraiment se faire sanctionner très fortement. Les politiques n'aiment pas Airbnb. Airbnb c'est quelque chose qui est assez impopulaire parce que ça prend des logements à des gens qui devraient se loger pour le long terme, et
et ça le donne à des touristes, donc c'est politiquement pas très populaire, donc assez dangereux et ça risque d'être dans le viseur pendant longtemps. Les alternants peuvent-ils obtenir un prêt immobilier? Un prêt étudiant à taux zéro peut-il financer un bien? Alors les alternants peuvent-ils obtenir un prêt immobilier? Très difficile franchement, parce que ta situation financière elle est en fait c'est pas un contrat à durée indéterminée. L'alternance elle va se terminer, ça va durer quoi, 1 an, 2 ans, donc en soi c'est quand tu auras un CDI que ce sera vraiment intéressant, à moins de mettre vraiment un apport délirant, mais j'avoue que bon, j'ai pas vu pour l'instant d'alternants qui ont eu des prêts. Si vous avez eu un prêt et que vous êtes en alternance, dites-le nous dans les commentaires, un prêt immobilier. Est-ce qu'un prêt à taux zéro peut financer un bien? Bah, le prêt à taux zéro, il est assez intéressant parce que alors, le montant, ça, il varie, mais tu peux aller chercher 50 000 euros par exemple. Et ce prêt, tu peux en faire beaucoup de choses. Alors théoriquement, c'est quand même pour payer tes études, mais tu peux aussi typiquement le mettre sur un LEP. D'ailleurs, tu n'as pas de LEP, mais le LEP, ça reste quand même le meilleur livret pour les petits patrimoines et surtout les petits revenus. D'ailleurs, on va voir. Je pense que tu es en dessous des... Ouais, c'est sûr que tu es en dessous. LEP, conditions. Parce que c'est de mémoire 22 000 euros de seuil. Donc là, ils vont nous le dire. À 22 419, tu es dans le foyer de tes parents, donc c'est un peu différent. Mais si tu t'émancipes, tu pourrais ouvrir un LEP, être à 4%. Donc tu pourrais emprunter à 0, placer à 4, 0 risque. Le problème, c'est que le LEP, il est capé à 10 000 euros de mémoire. Et le taux peut évidemment varier. Hein. Il a été plus haut. Déjà, il était à 5. Mais là, en ce moment, montant maximum, c'est 10 000 euros. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Emprunter à taux 0 et placer sur le LEP, ça s'appelle un arbitrage. Hein. T'empruntes à 0, tu t'encaisses 4 et donc tu gagnes les intérêts. En plus, le LEP, les intérêts ne sont pas fiscalisés. Donc c'est très intéressant. Maintenant, il faut voir si toi, dans ta situation rattachée à ton foyer fiscal parental, ça fonctionne. Les questions, et je reviendrai sur ta question immobilière. Ma stratégie est-elle la bonne pour faire croître mon patrimoine? On va regarder. Un PER vaut-il le coup à mon âge? Excellente question. Sachant que c'était un PER entreprise, donc c'est un peu particulier, c'est pas un PER, on va dire, particulier, individuel. Je voulais tenter un prêt étudiant à taux zéro afin de placer l'argent dans un LEP. Qu'en penses-tu? Voilà, tu m'as volé mon idée, mais en gros, c'est une très bonne idée. Et là, tu nous as montré, tu montres les sneakers, donc je ne connais pas les marques. C'est quoi? C'est Gucci ça? Non, Louis Vuitton? Peut-être Louis Vuitton à gauche, j'en sais rien en fait. Je connais absolument rien. Ah tiens, Dior à droite. Je sais pas combien ça coûte ça, mais regardez combien ça coûte. Ça a coûté très cher. Pas exactement, ça a l'air d'être celle-là. 3 000 euros. Ouais, 3 000 euros, la vache. Donc c'est ça le site dont on parlait notre ami StockX, qui vous permet d'acheter des sneakers d'occasion. Donc j'imagine que tu les vends là-dessus. Non, tu les vends pas pour l'instant, mais tu les fais estimer là-dessus. Donc là on voit il y a plusieurs modèles. Peut-être que celui-là cote un peu plus que les autres, mais bon, ça vaut quand même son pesant d'or. Allez, on passe à ton patrimoine. Du coup, 24 000 euros de patrimoine. On va aller voir dans tes actions directement. Tu as ton fameux plan épargne entreprise. Et donc là, on voit qu'est-ce que c'est que ces fonds-là. D'ailleurs, tu ne l'as pas synchronisé alors que ça m'a l'air d'être chez Amundi. Tu peux tout à fait synchroniser l'épargne salariale de Amundi sur Finari. Aucun problème pour ça. Les frais, première chose que je vérifie. Montrez-moi les frais et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, c'est pas idéal, mais surtout, on va voir ce qu'il y a dedans parce que j'avoue que je ne connais pas. C'est Action Euroland. Bon, là, vous me connaissez. Hein, on va regarder la performance comme d'habitude. Tac, Action Euroland. Donc on voit que ça, qu'est-ce que ça fait Action Euroland? Bah, ça bat l'indice, ça bat la moyenne des marchés, mais c'est pas l'indice, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ce produit-là, bah, c'est des actions européennes en l'occurrence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, bah voilà, là vous voyez contre l'indice de référence, qu'est-ce qu'il fait? Pas si mal hein, en réalité, Action Euroland, mais en même temps c'est quasiment est-ce que c'est de la gestion passive? Alors on voit la stratégie, l'objectif est de consiste à obtenir une performance financière au moins égale à celle du MSCI EMU, dividende réinvesti, hyper important, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG. Et donc là, on voit, il y a des critères d'exclusion, on exclut l'armement, on exclut des émetteurs qui sont mal notés, on exclut des entreprises qui contreviennent au pacte mondial des Nations Unies, le tabac, etc., approche best in class. Et donc, on va voir à quel secteur d'activité, d'ailleurs, on peut le voir sur Finari directement. Bon, les frais sont très peu chers en soi, c'est plutôt pas mal. Ce qui est un peu dommage, c'est que je ne sais pas exactement comment tu as construit la location. Est-ce que c'est prédéfini? Mais ça m'a l'air quand même très similaire ces histoires. Voilà, on va regarder le deuxième. Équilibre solidaire. Donc là, c'est aussi euro et je pense que cette fois, c'est des actions et des obligations. Est-ce qu'ils vont nous le dire? On regarde la fact sheet. Voilà, donc là on voit la composition du portefeuille, donc c'est ce qu'on appelle un fonds mixte, hein. Il y a des actions, 45%, il y a des obligations, ce qu'on appelle les produits de taux, et après il y a d'autres choses, du solitaire et du monétaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'ils mettent en avant la note ESG moyenne des actions qui détiennent, enfin des actifs qui détiennent en portefeuille. Donc là on voit la note moyenne c'est C, avec quand même aucun F, aucun G, c'est interdit, un tout petit peu de E, et après voilà, ça monte, alors que l'univers de référence lui un peu plus a quand même des choses qui sont mal notées. Mais il y a une petite prise de gestion, mais en tout cas ce n'est pas très cher payé. Ce qui serait peut-être bien, c'est de plus s'exposer aux États-Unis, parce que là j'ai l'impression que tous les fonds sont très centrés sur l'Europe. On va regarder le dernier,
mais je pense que c'est quasi que zone euro et ça c'est un peu dommage. Sauf que c'est la plus grosse partie de ton patrimoine. Ouais, donc là c'est pareil, c'est diversifié euro et on voit d'ailleurs que tu es principalement investi en euros. Il y a un tout petit peu de dollars, d'où ça vient. Bon, c'est à regarder. Peut-être que alors déjà, est-ce que tu es dans une gestion pilotée ou est-ce que tu es dans une gestion libre? Si dans une gestion pilotée, plutôt moi je recommande plutôt la gestion libre pour éviter les frais en plus. Et après, regarde le catalogue de fonds disponibles. Les ETF ne sont pas autorisés dans les fonds d'épargne salariale pour des plans d'épargne salariale, pour des histoires de réglementaires. Mais tu peux tout à fait faire des fonds dédiés dans lesquels tu mets de la gestion indicielle. Et donc ça, c'est ton TRH ou ton CE, comité d'entreprise, qui doivent gérer ça. Donc il y a une équipe qui s'en occupe chez LVMH, peut-être même une équipe dédiée qui s'occupe de ça. Il y a moyen, je pense. Donc il faut leur demander. En tout cas, regarde sur le site d'Amundi si tu peux avoir accès à d'autres fonds et peut-être des fonds plutôt américains. Donc là, on voit t'es actionnaire de ta société. On voit que tu as 4 titres. Est-ce que tu en as vendu un? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que tu as fait une très belle performance et que tu as fait plus 136% avec les actions gratuites que tu nous avais données. Et ensuite, le PEA. Bon là, je te parlais du plafond. On n'y est pas du tout. Donc peu importe, j'ai envie de te dire, c'est pas hyper important, mais garde-le en tête. On voit que tu as du S&P 500, du Total Energy. Après, tu as du CAC 40. Donc ça, c'est doublon parce que le CAC 40 contient déjà du Total. Et après, tu as de l'Emerging Markets. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a quasiment pas d'exposition à l'Europe. Il y en a un petit peu quand même ici avec Total et Amundi, mais enfin le CAC 40. Mais c'est quand même plutôt US et ça, c'est bien parce que ça vient contrebalancer ton PE. Et là, tu as ton PER Co, entreprise. Et donc ici, tu es sur Amundi Opportunité. Est-ce que c'est intéressant? C'était ta première question ou une de tes premières questions? Ouais, c'est intéressant parce que ça permet de profiter d'un avantage fiscal. Alors toi, tu me diras, à court terme, c'est pas intéressant, mais pour toi, surtout, tu as un abondement. Et donc, tu as un abondement de 100%. Donc, pourquoi pas en profiter? Et tu peux casser ton PER pour certaines raisons, notamment l'achat de ta résidence principale. Donc, moi, j'irai chercher l'abondement maximal et après, j'arrêterai de contribuer dedans et je le casserai le jour où tu vas acheter ta résidence principale. En gros, comment j'aborderai le sujet. Ce qui m'intéressait, c'est tes autres actifs aussi, parce que là, on voit que tu avais tous tes sacs. Très sympa, ouais. Sac Duffel. Ouais, donc c'était un Dior, pardon. Les Dior B22, ça, c'est les chaussures, je pense qu'on a regardé tout à l'heure. Des Jordan. Donc, il y a quand même pour un beau montant, on voit que tu as fait des énormes plus-values. Pas forcément, quand on achète à moins 80%, ça se passe assez bien, mais en tout cas, bravo, bien joué. Le livret, alors là, je vois pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est un livret. C'est peut-être un LEP d'ailleurs. Bon, je sais pas quel compte c'est. LEP, j'imagine. En tout cas, ouais, comme tu l'as dit, est-ce que ça vaut le coup d'emprunter à 0 pour placer à 4? Évidemment. T'es capé juste à 10 000 euros, faut le garder en tête. Après, tu peux faire un livret A, tu seras payé. Il est à combien de livret A? Il est à 3% en ce moment. Peut être pas mal. On pourrait théoriquement aussi investir sur un PEA. Par contre, il va falloir rembourser le prêt à taux zéro, donc faut voir l'échéance et à quel point t'es prêt à supporter le risque que ça engendre. Mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Je reçois la question, je pense, tous les jours sur Instagram. Je vous remets le lien de mon Instagram quelque part. Tous les jours, on me demande s'il faut investir son prêt étudiant ou un prêt à taux zéro dans les actions. Je vous l'ai déjà dit, je suis assez mal placé pour vous le recommander. Mais si vous êtes à l'aise avec le risque, c'est votre vie. Mais je vois beaucoup de gens le faire, évidemment, parce que c'est quand même assez intéressant. Les cryptos, tu as investi dans plusieurs cryptos, donc majoritairement à Solana. Tu as fait des belles plus-values dessus, fait des grosses plus-values partout. Bon, ça, c'est assez logique. Il y a plus d'investisseurs, de néo-investisseurs qui détiennent de la crypto que de néo-investisseurs qui détiennent des actions. Donc, c'est vraiment le moyen de commencer à investir parce que c'est tellement simple. Et je pense qu'il y a quand même un côté un peu casino qui plaît. Et enfin, les comptes bancaires. Bon, là, t'as pas grand-chose. On voit que t'as mis du cash. Mais est-ce que t'as besoin d'avoir autant sur ton compte courant? Moi, je placerais le maximum sur mon livret et je garderais vraiment le minimum. D'ailleurs, une bonne technique, moi j'avais ça à l'époque, j'avais une carte de débit, donc je pouvais pas dépenser plus que j'avais sur mon compte. Ça m'aidait énormément parce que ça m'évitait les découverts. Les frais de découvert, c'est quand même assez horrible. Les frais d'intervention et les banques sont vraiment radicales sur ça. Et en plus, elles mettent des découverts autorisés un peu par défaut. Je sais que Bourso met un découvert autorisé sur la carte Ultime et je trouve ça assez désagréable. On peut pas le désactiver en plus. Alors que sur les néobanques type Revolut, vous avez pas de... C'est une carte de débit, donc vous pouvez rien faire de toute façon. On revient à tes questions. Du coup, dans l'ordre, ma stratégie est-elle bonne pour faire croître mon patrimoine? Bah ouais, elle est bonne. Je pense qu'il faut que tu profites au maximum de l'abondement. Il faut que tu profites au maximum des actions gratuites. Il faut que tu profites au maximum du PE pour aller chercher tout cet argent gratuit. Si tu as envie de continuer d'acheter des sacs aussi à des prix dégriffés, vas-y. Ça, c'est une très bonne idée. Je regarderai quand même si dans les fonds qui sont à ta disposition dans ton PEE, tu peux pas aller chercher d'autres choses un peu plus internationales. À la limite, même le MSCI World, si tu peux avoir un équivalent MSCI World, ça serait top. Là, en plus, tu as un critère ESG qui est quand même assez sympa parce que c'est de l'investissement un peu plus durable que juste investir de façon globale dans les marchés. Le PER vaudrait-il le coup? Bah oui, parce qu'il est abondé. Après, est-ce que le PER, une fois que tu auras quitté LVMH, prendre un PER de ton côté, non, ça vaudra pas le coup. Le PER, il est intéressant si vous avez une TMI supérieure à 30%, si vous avez une tranche marginale d'imposition supérieure à 30%. Donc, tu en es encore très loin. Donc, ça sera intéressant plus tard.
Mais pour l'instant, c'est intéressant pour l'abondement. Dès que tu quittes LVMH, ça sera un peu moins intéressant si t'en as plus. Et le prêt à taux zéro, bah ça je te l'ai dit, ça c'est une bonne idée, mais je ferai pas beaucoup plus risqué avec parce que là au moins t'as 4% et c'est sûr. Et avec ça, t'es très bien parti. Est-ce que ce patrimoine est sans héritage? Je ne sais pas. J'ai quand même un peu du mal à y croire. De 27 000 € à 10 ans, ça me semble un peu trop gros, donc je ne peux pas le garantir sans héritage. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes étudiants qui prennent en main leurs finances et qui sont déjà en train de maximiser l'abondement, etc. Donc bravo à toi. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Toutes les semaines, l'équipe et moi choisissons un profil pour que vous puissiez boire votre petit café le dimanche matin pendant que j'analyse un patrimoine. Donc je vous souhaite des bons investissements. Allez-y prudemment et je vous dis à très vite. Ciao.